j'ai acheté une maison à mes parents près du lac pour leurs 40 ans de mariage. Quelques jours plus tard, je suis entré avec la clé que j'avais moi-même laissée pour les urgences, et j'ai trouvé mon frère installé là, avec sa femme, ses enfants, et même le chien. C'est alors que j'ai entendu ma belle-sœur dire à ma mère, « Rocio vous l'a offerte. Vous allez nous la laisser. Cette maison est déjà à nous. » J'ai pris une profonde inspiration, je n'ai pas crié, j'ai simplement posé mon sac sur la table et j'ai dit, « Très bien, alors mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Je m'appelle Rocio, j'ai 38 ans et je suis dentiste depuis 12 ans. Mes journées commencent presque toujours à 7 heures du matin et se terminent vers 6 heures du soir, parfois plus tard s'il y a une urgence ou si un patient ne peut plus supporter la douleur. Ce n'est pas un métier dont on se vante, mais il m'a apporté la stabilité. Et pour moi, après avoir grandi en voyant mes parents compter chaque peso, cela a toujours été important. Mon père, Hector, avait 63 ans, ma mère, Teresa, 61. Ils allaient bientôt fêter leurs 40 ans de mariage. Ils nous ont élevés, mon frère cadet et moi, dans un petit appartement, dans un quartier simple de Mexico. Nous n'avons pas manqué d'amour, mais l'argent, lui, était presque toujours compté. Je me souviens des vêtements hérités de mes cousines, de la soupe de vermicelle plusieurs jours d'affilée parce que c'était tout ce qu'on pouvait se permettre, de mon père partant au travailler dans un entrepôt et rentrant tard le soir après avoir nettoyé des bureaux. Je me souviens de ma mère, faisant de la couture sur commande à la table de la salle à manger, avec une lampe allumée jusqu'à tard, parce que chaque peso supplémentaire aidait. Ils ont tout fait pour que Ramiro et moi ayons le nécessaire. Ramiro a 35 ans, il est marié à Leticia et ils ont 2 enfants, Julian, 10 ans, et Camila, 7 ans. Ils travaillent dans la vente, bien que je n'ai jamais vraiment compris ce qu'ils vendaient. Leticia travaillait dans une banque, au service client. Ils vivaient dans un appartement en location de l'autre côté de la ville. Quand j'étais petite, je me suis fait une promesse. Un jour, j'aiderai mes parents. Je les voyais rentrer épuisés, je les voyais étirer l'argent autant que possible, et je me disais que si un jour je réussissais, je ne les laisserais pas seuls. Et je l'ai fait. Quand j'ai terminé mes études de dentiste et que j'ai pu ouvrir mon cabinet, mes revenus ont commencé à se stabiliser. Pas du jour au lendemain, mais assez pour pouvoir respirer. Au fil des ans, j'ai épargné. J'ai commencé par payer quelques-unes de leurs factures, puis le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, Internet, les courses, les médicaments et les consultations. Au début, ils ne voulaient pas accepter. Nous ne voulons pas être un fardeau, ma fille, me disait mon père. Ma mère répétait, tu en as déjà fait beaucoup. On se débrouille. J'ai insisté. Je leur ai dit que lorsque je n'avais rien, ils m'avaient tout donné. Maintenant, c'était à mon tour. Mes parents m'ont aussi demandé d'aider Ramiro. Ils disaient qu'avec les enfants, tout était plus difficile, qu'ils traversaient des moments compliqués, que l'argent ne suffisait pas. J'ai aidé, parce que c'était mon frère et parce que Julian et Camila étaient mes neveux. J'ai payé les fournitures, les uniformes et les frais de scolarité. J'ai payé le loyer de Ramiro 1 ou 2 fois, quand il disait qu'il était à court d'argent. J'ai aussi couvert les soins dentaires et les premières consultations d'orthodontie des enfants, car Leticia assurait que cela ne pouvait pas attendre. L'année précédente, je leur avais donné de l'argent pour compléter l'achat d'une voiture familiale d'occasion, parce que Ramiro disait que se déplacer avec 2 enfants en transport en commun était devenu impossible. Ça ne me dérangeait pas d'aider, du moins pas au début, mais avec les années, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Ma mère faisait les courses avec l'argent que je lui donnais, et j'apprenais ensuite que la moitié finissait chez Ramiro. Des sacs de riz, de lait, de fruits, de céréales, de savon, tout partait pour les enfants. Mon père aussi lui donnait de l'argent en cachette. Une fois, je suis arrivé à l'improviste à l'appartement de mes parents et j'ai vu Ramiro à l'entrée, se plaignant de ne pas joindre les 2 bouts pour le loyer. Mon père a sorti son portefeuille sans réfléchir. Ramiro a pris les billets comme s'ils lui étaient dus. Ça m'a agacé, mais je n'ai rien dit. Mes parents ne pouvaient pas s'en empêcher. Ramiro était leur fils. Et même s'il était désormais un homme adulte, il continuait à vouloir le sauver chaque fois qu'il se plaignait. Quand leur 40e anniversaire de mariage a approché, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. J'y ai pensé pendant des mois. Je ne voulais pas leur organiser un grand repas, ni leur offrir un voyage qui se terminerait en 1 semaine. Je voulais leur donner quelque chose de permanent, quelque chose qui changerait vraiment leur vie. C'est alors que j'ai trouvé la maison.
J'avais vu l'annonce sur Internet, un soir après le travail. C'était une vieille maison, petite, près du lac aval de Bravo, avec une vue partielle sur l'eau depuis la terrasse. En partant tôt de l'ouest de la ville, le trajet pouvait prendre environ 2h30, mais avec du trafic ou pendant un long week-end, bien plus. Ils en demandaient près de 6 millions de pesos. Ce n'était pas un manoir, elle n'était pas dans le quartier le plus luxueux. Il y avait des travaux à prévoir et on voyait bien qu'elle datait d'une autre époque. Mais dès la première photo, j'ai imaginé mes parents là, buvant leur café en silence, sans rien devoir à personne. Je suis allé la voir un samedi matin. La maison avait 2 chambres, une salle de bain, un salon, une cuisine et une terrasse blanche à l'avant. Les murs avaient besoin d'un coup de peinture, les meubles étaient vieux et la cuisine demandait de la patience, mais l'endroit respirait la paix. D'une des fenêtres, on voyait le lac entre les arbres et les toits. Ce n'était pas une carte postale parfaite, c'était mieux que ça. C'était réel. Je l'ai acheté. Je l'ai payé comptant avec les économies que j'avais accumulées pendant des années et avec un investissement que j'avais mis de côté pour quelque chose d'important. J'ai signé les papiers, j'ai tout fait valider par mon avocat et un notaire. Je n'ai rien laissé au hasard. La maison a été placée dans une fiducie patrimoniale, avec un droit d'usage et d'habitation viager pour mes parents. Cela signifiait qu'ils pouvaient y vivre, s'y reposer et en profiter tant qu'ils seraient en vie, mais qu'ils ne pouvaient ni la vendre, ni la céder, ni la louer, ou même la prêter, sans une autorisation expresse. J'étais désigné comme la personne autorisée à approuver tout changement lié à la propriété. J'ai également laissé un fonds pour couvrir pendant des années la taxe foncière, l'entretien et les charges de la résidence. J'ai changé les serrures, fait faire de nouvelles clés et tout préparé. Une semaine avant leur anniversaire, je leur ai annoncé. Je suis allé à leur appartement après le travail et je les ai fait asseoir dans le salon. Ma mère est devenue nerveuse dès qu'elle m'a vue si sérieuse. Mon père est resté les mains jointes, attendant. Je vous ai acheté quelque chose pour votre anniversaire, ai-je dit. Ma mère a souri, avec cette expression d'inquiétude qu'elle avait quand elle pensait que j'avais trop dépensé. Tu n'avais pas à nous acheter quoi que ce soit, ma fille. J'ai voulu le faire, ai-je répondu. Je vous ai acheté une maison. Ils sont restés tous les deux à me regarder. Mon père a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Ma mère a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle avait besoin d'entendre à nouveau. Une maison, a-t-elle dit enfin. Une maison près du lac, lui ai-je dit. C'est pour vous. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Vous pouvez y rester pour de longues périodes si vous le souhaitez. Elle est payée, et tout est en ordre pour que personne ne puisse vous l'enlever. Ma mère s'est mise à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était ce genre de larmes qui jaillissent quand le corps ne peut plus contenir autant d'émotions. Mon père s'est essuyé les yeux et a porté une main à sa bouche. Il hochait simplement la tête, comme s'il ne pouvait pas y croire. Nous y sommes allés ce samedi-là. Nous sommes partis tôt, avec du café dans des thermos et un sac de viennoiserie que ma mère avait acheté au cas où nous aurions faim. Nous sommes arrivés avant midi. Je me suis garé devant la maison et nous sommes descendus tous les 3. Mes parents sont restés immobiles, regardant la terrasse blanche, les fenêtres et l'eau au loin. Mon père s'est approché lentement de la porte, comme si la maison allait disparaître s'il s'approchait trop vite. Je lui ai donné les clés, il a ouvert. Nous sommes entrés ensemble. Ma mère a parcouru chaque pièce, touchant les murs, ouvrant les fenêtres, regardant les placards, la cuisine, la salle de bain. Mon père est resté planté devant la grande fenêtre du salon, regardant vers le lac sans rien dire. Ma mère répétait que la maison était magnifique, qu'elle était parfaite, qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était pour eux. Nous sommes restés là cette nuit-là. Je voulais vérifier la plomberie et m'assurer que tout fonctionnait bien. Nous avons ouvert les robinets, testé la douche, inspecté la cuisine et la salle de bain. Il y avait des détails à régler, mais rien de grave. Mes parents n'ont presque pas dormi. Ils sont restés à discuter sur la terrasse, avec des couvertures sur les jambes, tandis que le froid tombait. Je les entendais depuis ma chambre. Ils parlaient à voix basse, comme pour ne pas réveiller la maison. Le lendemain matin, je suis rentré en ville car j'avais des patients de prévus. Mes parents ont décidé de rester quelques jours de plus. Je les ai serrés dans mes bras avant de partir. Je leur ai dit de m'appeler pour quoi que ce soit et j'ai repris la route. 2 jours plus tard, Ramiro a appelé ma mère. Je l'ai appris plus tard, quand elle m'a tout raconté. Selon lui,
il appelait juste pour prendre des nouvelles. Il lui a demandé comment ils allaient, ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils ne répondaient pas si vite aux messages. Ma mère n'a jamais été douée pour mentir. Elle a donc fini par lui dire qu'ils étaient à la maison du lac. Ramiro a demandé, quelle maison du lac? Elle a tenté de dire qu'il rendait visite à des amis, mais Ramiro ne l'a pas cru. Il a insisté. Il lui a demandé, quels amis? Où ça? Depuis quand? Pourquoi personne ne lui avait rien dit? Ma mère a essayé de changer de sujet, mais il ne l'a pas lâché. Finalement, elle lui a donné l'adresse. Le soir même, Ramiro a débarqué à la maison. Ma mère m'a appelé vers 21h. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ramiro est ici, m'a-t-elle dit. Comment ça, il est là? Il est arrivé avec Laetitia, les enfants et le chien. Il dit qu'il veut voir la maison. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que c'était un cadeau de ta part pour nous. Il a juste souri et a dit qu'il voulait la voir. Maintenant, ils disent qu'ils vont rester pour le week-end. Pas question de week-end, lui ai-je dit. Maman, dis-leur qu'ils ne peuvent pas rester. J'ai déjà essayé, a-t-elle répondu d'une voix tremblante. Mais Ramiro dit que c'est une maison de famille et que lui aussi fait partie de la famille. Laetitia est déjà en train de défaire ses valises dans une des chambres. J'ai essayé d'appeler Ramiro. Il n'a pas répondu. Je l'ai appelé 3 fois, et chaque fois, je suis tombé sur sa messagerie. Je ne pouvais pas planter mes patients le lendemain, ni annuler des rendez-vous pris depuis des semaines, mais cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le vendredi, pendant ma pause déjeuner, j'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai vu la publication de Ramiro. C'était un selfie dans la cuisine de la maison. Il tenait une tasse de café et souriait comme s'il venait d'acheter la propriété de ses propres deniers. La légende disait, enfin, nous avons une maison. Je suis resté à regarder l'écran. Enfin, nous avons une maison. Comme si elle était à lui. Les commentaires ont commencé à affluer. Ses amis le félicitaient, avec des messages comme « Quelle bonne nouvelle » et « Il était temps, mon frère ». C'est alors que j'ai vu le commentaire de Laetitia, « Enfin, mes enfants ont un endroit où ils peuvent courir, jouer et être des enfants. » J'ai senti mon visage brûler. L'après-midi même, j'ai cherché la maison sur Airbnb. Je ne voulais pas croire qu'ils avaient osé, mais elle était là. Les mêmes fenêtres, la même terrasse, la même cuisine. Maison complète près du lac, idéale pour les familles, parfaite pour les week-ends et les vacances. J'ai fait des captures d'écran de l'annonce, du calendrier de réservation et du profil de l'hôte, au nom de Laetitia. Ensuite, j'ai écrit à ma mère, ne signe rien, n'accepte rien, ne promets rien. J'arrive dimanche. Normalement, je ne travaillais pas le dimanche, mais j'ouvrais parfois le cabinet en milieu de journée pour les urgences ou pour les patients qui ne pouvaient pas venir en semaine. Ce dimanche-là, j'avais 2 rendez-vous l'après-midi. Je les ai reportés au lundi matin. J'ai aussi appelé Martin, un serrurier qui avait déjà travaillé pour moi, et je lui ai demandé d'être disponible au cas où j'aurais besoin de changer les serrures le jour même. J'ai pris la route pour Val-de-Bravo de bonne heure. Le chemin m'a semblé plus long que jamais. Je n'arrêtais pas de penser au sourire de Ramiro, à la phrase de Laetitia, à la façon dont il parlait de la maison comme si mes parents ne méritaient pas d'avoir quelque chose à eux. Quand je suis arrivé, j'ai entendu des cris depuis l'extérieur. Je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers la porte d'entrée. Elle n'était pas verrouillée. Je l'ai poussée et je suis entré. Laetitia était dans le salon, debout devant ma mère, la pointant du doigt. Mon père était assis sur une chaise près de la fenêtre, le regard fixé sur ses mains. Ma mère avait le visage blême. « Vous êtes déjà vieux, » disait Laetitia. « Vous n'avez pas besoin d'une maison comme ça. Ramiro et moi, on peut la gérer. Nous, on saura en tirer profit. » Ma mère a tenté de parler, mais Rocio nous l'a donnée à nous, Laetitia l'a interrompu. Rocio vous l'a offerte. Vous allez nous la laisser, donc oui, cette maison est déjà à nous. Ramiro était assis sur le canapé avec un sourire narquois. Maman, ne fais pas de drame, a-t-il dit. Laetitia a continué comme si elle avait déjà tout décidé. D'ailleurs, j'ai déjà mis la maison sur Airbnb. Elle est près du lac. C'est parfait pour les ponts, les vacances, la semaine sainte et les longs week-ends. On peut gagner un bon paquet d'argent, et quand il n'y aura pas de locataires,
vous pourrez rester ici pour la surveiller. J'ai vu les yeux de ma mère se remplir de larmes. Mon père ne levait toujours pas les yeux. Ramiro ne disait rien, il était juste là, comme si tout cela était raisonnable. Je ne pouvais plus me taire. C'est terminé, ai-je dit. Vous ne rediscuterez plus de ça avec mes parents. Tout le monde s'est retourné. Le visage de Laetitia est devenu rouge. Le sourire de Ramiro a disparu. Mes parents ont semblé respirer pour la première fois de la matinée. Tout le monde au salon, ai-je dit. Maintenant. Ramiro s'est levé lentement. Laetitia a croisé les bras, mais n'a pas bougé. Je suis passé à côté d'eux et j'ai posé mon sac sur la table de la salle à manger. J'ai sorti un dossier que j'avais préparé avant de quitter la ville. Je l'ai ouvert et j'ai posé plusieurs documents sur la table. Asseyez-vous, ai-je dit. Ramiro et Laetitia se sont assis sur le canapé. Mes parents sont restés où ils étaient. Je me suis tenu à côté de la table et j'ai montré le premier document. Voici l'acte de propriété et les documents de la fiducie, ai-je dit. La maison n'est pas au nom de Ramiro, elle n'est pas au nom de Laetitia. Mes parents ont un droit d'usage et d'habitation viager. Pas la permission de l'offrir, de la vendre, de la louer ou de la céder. Ramiro s'est agité, mal à l'aise. J'ai montré le deuxième document. Ceci n'est pas une discussion familiale, ce sont des documents légaux. Cette maison est là pour qu'ils en profitent tant qu'ils vivront. Personne d'autre ne peut se l'approprier ni la gérer sans autorisation. Laetitia a serré la mâchoire. Je suis la personne autorisée à approuver tout changement lié à la propriété, ai-je continué. Mon obligation est de protéger cette maison pour le bien-être de mes parents. Si quelqu'un essaie de l'utiliser sans permission, je peux demander un soutien juridique et administratif pour l'expulser. J'ai pris les captures d'écran. Voici les preuves de l'annonce que Laetitia a publiée. Des photos de cette maison. Une description de la maison complète. Des règles qui précisent que les propriétaires ne seront pas présents. Un calendrier ouvert jusqu'en août. Un profil d'hôte au nom de Laetitia. Le visage de Laetitia est passé du rouge au blanc. J'ai levé une autre feuille. Voici un message que mon père m'a envoyé hier. Ramiro a écrit, et je cite, « Je vais faire en sorte que Rocio accepte. » Elle finit toujours par céder si maman pleure. Mon père a levé les yeux pour la première fois. Il a regardé Ramiro. Ramiro a détourné le regard. J'ai pris le dernier document. Et voici le règlement de la résidence. Il y a une clause qui interdit les locations saisonnières et l'usage commercial des maisons sans l'autorisation de l'administration. J'ai reposé tous les papiers sur la table. Aujourd'hui, vous allez faire vos valises. Vous allez supprimer cette annonce. Vous allez annuler toutes les réservations et rembourser tous les paiements. Vous allez laisser toutes les clés ici, et vous allez quitter cette maison. Ramiro a laissé échapper un rire sec. De ceux qui cherchent à humilier. Et si on ne veut pas? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. J'ai 3 messages prêts à partir. Un pour l'administration de la résidence, un pour mon avocat, et un autre pour demander de l'aide pour occupation non autorisée d'une propriété sous fiducie. J'ai aussi Martin, le serrurier. Qui attend mon signal. Je ne toucherai pas à vos affaires. Je ne ferai pas de scandale devant les enfants. Mais vous allez faire vos valises. Vous allez sortir par la porte d'entrée, et dès que le passage sera libre, les serrures seront changées. Laetitia s'est levée d'un bond. On ne partira pas, si, vous partirez, lui ai-je dit. Où je passe cet appel, tout de suite. J'ai écrit à Martin depuis l'entrée. 10 minutes plus tard, j'ai vu sa camionnette se garer dehors. C'était un homme grand, d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants, avec une tranquillité qui m'a aidé à rester ferme. Il est descendu avec sa boîte à outils, s'est approché de la porte et m'a regardé. On commence? D'abord, qu'ils sortent leurs affaires, ai-je répondu. Ensuite, tu changes tout. Martin a hoché la tête et est resté près de l'entrée, sans discuter avec personne. Laetitia a perdu le contrôle. Elle est sortie lui crier dessus depuis le pas de la porte, lui disant qu'il n'en avait pas le droit, que cette maison était à eux, qu'elle allait appeler la police, qu'elle allait le poursuivre en justice. Martin n'a même pas répondu, il est juste resté là, immobile, attendant mon signal. Tout a pris 3 heures. 3 très longues heures. Laetitia faisait les 100 pas, parlant au téléphone avec quelqu'un qui,
selon elle, s'y connaissait en droit. Elle criait qu'elle avait des droits, qu'on ne pouvait pas la mettre dehors, que cette maison appartenait aussi à sa famille. Les enfants étaient à l'intérieur, silencieux. Julien faisait semblant de vérifier son sac à dos. Camilla ne levait pas les yeux du sol. Le chien aboyait chaque fois que quelqu'un passait la porte. Je suis resté dans la cuisine avec ma mère, lui préparant une camomille. Elle s'essuyait les larmes avec une serviette et répétait qu'elle ne voulait pas me déranger, qu'elle pensait pouvoir arranger les choses seule, que Ramiro avait juste besoin de parler. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit. Ramiro et Laetitia ont profité de toi. Elle a hoché la tête, mais elle avait du mal à y croire. Pendant ce temps, Ramiro a essayé de me convaincre à 3 reprises. La première fois, il est entré dans la cuisine d'une voix douce, comme si de rien n'était. Rossio, tu exagères. On était juste inquiets pour maman et papa. On voulait que les enfants passent plus de temps avec leurs grands-parents. C'est bon pour tout le monde. Je ne l'ai même pas regardé. Sors de la cuisine, Ramiro. La deuxième fois, il a dit que je n'étais jamais là, que mes parents se faisaient vieux et que quelqu'un devait s'occuper d'eux, qu'il essayait seulement d'aider. Tu n'aides pas, lui ai-je dit. Tu profites. La troisième fois, il est entré avec un autre visage. Ce n'était plus le frère inquiet, c'était le frère plein de ressentiment. Tu as acheté cette maison pour acheter l'affection de mes parents, a-t-il dit. Tu fais toujours la même chose. Tu crois que tu peux tout régler avec de l'argent? J'ai posé la tasse sur la table et je l'ai regardé. Non, Ramiro. Le problème, c'est que tu t'es habitué à ce que tout le monde te règle la vie. Et quand quelqu'un te pose une limite, tu te vexes. Il a ouvert la bouche comme pour répondre, mais n'a rien trouvé à dire. Il a tourné les talons et est sorti. Il n'est plus revenu. Quand ils ont eu fini de sortir les valises, les sacs à dos, la nourriture et les affaires des enfants, Martin a changé la serrure principale, a vérifié la porte arrière et a également changé l'accès latéral. Il m'a remis les nouvelles clés et a rangé ses outils. Laetitia tenait toujours les vieilles clés dans sa main, les serrant comme si elles signifiaient encore quelque chose. Martin l'a regardée calmement. Celle-là n'ouvre plus rien. Laetitia les a jetées par terre. Alors qu'ils chargeaient enfin leurs affaires dans la voiture, Ramiro s'est arrêté et m'a regardé. Tu vas le regretter, a-t-il dit. Quand maman et papa auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là, tu le regretteras. J'ai été plus présente que toi, Ramiro, lui ai-je répondu. Et tu le sais. Il n'a rien dit. Il est monté dans la voiture. Laetitia a claqué la portière passager avec une telle force que j'ai cru qu'elle allait briser la vitre. Les enfants se sont installés à l'arrière avec le chien. Ils sont partis sans dire au revoir à mes parents. Ils ne se sont pas excusés. Ils n'ont même pas pu les regarder en face. Ensuite, j'ai parcouru la maison avec un sac poubelle. Il y avait des briquettes de jus, des miettes sur le canapé, des poils de chien sur le sol, de la vaisselle sale dans l'évier et des jouets éparpillés dans le salon. J'ai tout nettoyé pendant que mes parents s'asseyaient sur la terrasse, regardant le lac. Ils avaient l'air épuisés. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse. J'ai préparé des pâtes avec les légumes que j'ai trouvés dans le réfrigérateur. Le soleil se couchait et l'air était frais. Mes parents ont commencé à parler doucement, de mettre des pots de fleurs à l'entrée, d'acheter des chaises plus confortables, d'y passer plus de temps. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ramiro m'envoyait de longs messages, disant que je l'avais humilié devant sa famille, que je n'avais pas le droit de le traiter ainsi, que lui aussi était le fils de mes parents. Laetitia a écrit qu'elle allait me poursuivre en justice, qu'elle m'emmènerait au tribunal, qu'elle s'arrangerait pour que tout le monde sache qui j'étais vraiment. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai continué à manger. Cette semaine-là, j'ai fait installer une alarme, des capteurs sur les portes et les fenêtres, et des caméras de sécurité à l'entrée, sur le chemin, à la porte principale, à l'arrière et sur les côtés. Tout était enregistré dans le cloud, avec un accès depuis mon téléphone. Ramiro a commencé sa campagne sur le groupe de discussion familiale. Il écrivait que j'avais volé à ses enfants la chance d'avoir une maison. Il disait que j'étais cruelle, égoïste, froide. Il a publié des stories sur Instagram avec des phrases comme « Quand l'argent vous change » et « Il y a des gens qui préfèrent une propriété à leur famille ». Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai appelé ma tante Alicia, la sœur de mon père. Elle sait toujours ce qui se passe dans la famille et, surtout,
elle s'est distinguée quand quelqu'un raconte une version qui l'arrange. Je lui ai tout raconté. Je lui ai expliqué comment j'avais acheté la maison, comment elle était protégée pour mes parents, comment Ramiro et Laetitia s'étaient installés sans permission, comment ils avaient essayé de la louer sur Airbnb et comment ils avaient fait pression sur mes parents pour qu'ils la leur cèdent. Ma tante m'a écouté en silence. Quand j'ai eu fini, elle a simplement dit « Laisse-moi parler à la famille. Ça va se régler. » J'ai également écrit une lettre formelle à Ramiro et Laetitia. Une seule, claire et brève. Premièrement, toute question concernant la maison devait être traitée avec moi, et non avec mes parents. Deuxièmement, Ramiro et Laetitia n'avaient pas la permission d'entrer dans la propriété. Troisièmement, toute tentative d'entrer, de louer, d'annoncer ou d'utiliser la maison sans autorisation serait signalée à l'administration de la résidence et à mon avocat. Je l'ai envoyé par email et par coursier pour qu'il y ait une trace. 2 jours plus tard, j'étais dans mon appartement, me reposant après le travail, quand j'ai décidé de vérifier à nouveau Airbnb. Quelque chose me disait que Laetitia n'allait pas abandonner si facilement. J'avais raison. Elle avait créé un nouveau compte sous un autre nom et avait de nouveau publié l'annonce de la maison. Les mêmes photos, la même description, les mêmes dates disponibles. J'ai fait des captures d'écran de tout et j'ai signalé l'annonce à l'équipe de sécurité d'Airbnb, en joignant les documents de la propriété et de la fiducie. Cette nuit-là, rien ne s'est passé. Le lendemain, ils ont mis la publication en pause. 2 jours plus tard, ils m'ont confirmé que l'annonce avait été retirée et que le compte était en cours d'examen. Après cela, j'ai cessé toute communication avec Ramiro et Laetitia. J'ai bloqué leur numéro, arrêté de les suivre sur les réseaux sociaux et repris ma routine. Je travaillais au cabinet en semaine et je me rendais à la maison du lac le week-end pour voir mes parents. Quelques semaines ont passé, la vie a repris son cours, bien que différemment d'avant. Je continuais à soigner des patients, à faire des traitements, à répondre aux urgences et à fermer le cabinet, fatigué. Le samedi ou le dimanche, je prenais la route pour Val-de-Bravo, parfois tôt pour éviter les embouteillages, parfois après le déjeuner si mon emploi du temps ne me permettait pas de partir plus tôt. Mes parents s'installaient bien. Ils ont acheté de nouveaux meubles pour la terrasse, mis des pots de fleurs à l'entrée, mon père a réparé une vieille lampe du salon et ma mère a commencé à apporter des nappes, des tasses, des couvertures et de petites choses qui faisaient que la maison leur ressemblait. Un jeudi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Allô? Rocio, c'est moi. C'était Ramiro. Je n'ai rien dit. J'ai pensé à raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé. Nous sommes endettés, a-t-il dit. Sa voix était différente. Fatigué, moins assuré. Laetitia a perdu son travail. On ne peut plus payer le loyer de l'appartement. On n'a rien. Et tu m'appelles parce que tu as besoin d'aide. On a besoin d'un soutien, juste quelques mois, le temps de se stabiliser. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé le mur. Ce sont tes problèmes, Ramiro. C'est à toi de les résoudre. Rocio, s'il te plaît. Je suis ton frère. Je ne vais plus t'aider, ai-je dit. Et je ne vous laisserai certainement pas vivre dans la maison. Je ne te demande pas la maison, a-t-il répondu rapidement, mais j'ai entendu le mensonge. Je savais comment ces choses commençaient. D'abord, demander de l'argent, puis dire qu'ils ne peuvent pas payer le loyer, ensuite suggérer que la maison est vide certains jours. Pour finalement s'y réinstaller. Juste un peu d'argent, a-t-il insisté. Pour s'en sortir. Non. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas nous laisser galérer? C'est vous qui vous êtes mis dans cette situation. Je me suis trompé, a-t-il dit. Tu t'es trompé de nombreuses fois, lui ai-je répondu. Tu as essayé de prendre à mes parents un cadeau qui était pour eux. Tu as voulu faire de leur maison ton business. Tu leur as fait peur, tu leur as mis la pression, tu les as fait se sentir coupables. Et maintenant tu veux que je te sorte du pétrin. Il y eut un silence. Rocio, je ne l'ai pas interrompu. Cette fois, c'est à toi de régler ta vie, sans utiliser mes parents et sans m'utiliser, moi. Ne m'appelle plus jamais pour me demander de l'argent. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Mes parents ont continué à parler à Ramiro de temps en temps. Ils l'appelaient toutes les 2 ou 3 semaines pour prendre des nouvelles des enfants.
Les conversations étaient courtes et se limitaient à Julien et Camilla, l'école, les devoirs, s'ils mangeaient bien, s'ils avaient besoin de quelque chose de concret pour eux. Ils ne demandaient pas d'argent, n'offraient pas de payer le loyer, n'envoyaient pas de courses, ne donnaient pas de billets en cachette. Ça leur a coûté. Une ou deux fois, ma mère a voulu envoyer quelque chose pour les enfants, mais mon père l'a arrêté. Pas durement. Il lui a juste posé la main sur le bras et lui a dit, « Demandons d'abord ce dont ils ont besoin. N'envoyons pas d'argent comme ça. » C'était étrange de les voir poser des limites après tant d'années. Pendant si longtemps, il s'était plié en quatre pour Ramiro. Il voulait toujours s'assurer qu'il aille bien, même si cela signifiait qu'il devait se priver. Mais quelque chose avait changé après ce qui s'était passé à la maison. Ils avaient vu comment il avait essayé de les manipuler, comment il avait voulu abuser de leur amour. Un après-midi, lors d'une de mes visites, ma mère m'en a parlé. Nous étions assises sur la terrasse, buvant un café et regardant le lac. « Je me sens coupable », m'a-t-elle dit. « Pourquoi ? » « Pour Ramiro. Parfois, j'ai l'impression d'avoir échoué avec lui, comme si j'aurais dû mieux l'éduquer. »« Tu n'as pas échoué, maman. Il a pris ses propres décisions. »« Je sais, » a-t-elle dit, « mais ça reste mon fils. »« Et tu restes sa mère » ai-je répondu. « Mais ça ne veut pas dire que tu dois te laisser écraser. » Ma mère a baissé les yeux vers sa tasse. « Tu as raison. Ton père et moi en avons parlé. Nous allons nous concentrer sur nous. On a passé trop d'années à s'inquiéter pour tout le monde. Il est peut-être temps de penser à ce que nous voulons. Cela m'a rendue heureuse. Mes parents méritaient de penser à eux pour une fois. Ils méritaient de profiter de leur maison, de leur repos, de leur mariage, sans toujours porter les problèmes de Ramiro. Le temps a continué de passer. Mes parents voulaient continuer à voir Julien et Camilla, et je ne m'y suis pas opposé. Les enfants n'étaient pas responsables de ce que leurs parents avaient fait, mais la règle était claire, Ramiro et Laetitia pouvaient les déposer à l'entrée, sans entrer, et revenir les chercher à leur convenu. Tout était coordonné avec mes parents, et s'il y avait le moindre changement, ils m'en informaient. Parfois, ils amenaient les enfants pour qu'ils passent quelques heures avec leurs grands-parents. Mes parents adoraient les avoir là. Ils leur préparaient à manger, les emmenaient se promener au bord de l'eau, leur apprenaient à faire des ricochets et à s'occuper des plantes de l'entrée. Julien et Camilla semblaient sereins dans la maison. Je les voyais pendant ces visites. Nous parlions un peu, rien de profond. Ils me racontaient l'école, leurs amis, les jeux vidéo qu'ils aimaient, une maîtresse stricte ou un devoir difficile. Je les écoutais et je leur posais des questions. Pour moi, c'était suffisant. Je ne voyais jamais Ramiro ni Laetitia lors de ces échanges. Ils laissaient les enfants à l'entrée et repartaient. Des heures plus tard, ils revenaient les chercher. Ils n'essayaient pas d'entrer, ne posaient pas de questions sur la maison, ne suggéraient pas de rester. Ils savaient désormais qu'ils ne le pouvaient pas. Quant à moi, j'ai cessé toute relation avec eux. Je ne les ai pas poursuivis, je ne leur ai pas écrit, je n'ai pas cherché à leur expliquer quoi que ce soit de plus. J'ai simplement arrêté de leur ouvrir la porte. J'avais mon travail, j'avais mes parents. J'avais ces week-ends à la maison près du lac, où ma mère s'asseyait sur la terrasse avec une couverture légère et où mon père buvait son café en regardant l'eau, comme s'il avait encore du mal à croire que cet endroit était à lui. La maison était pour mes parents. Je l'ai achetée en pensant à eux, buvant leur café tranquillement face au lac. Pas en pensant à Ramiro faisant ses calculs pour la louer, ni à Laetitia les traitant comme s'ils étaient déjà un fardeau. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'est pas d'avoir changé les serrures ou de nettoyer le désordre après leur départ. C'est de voir ma mère s'excuser pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait, et mon père, silencieux, honteux d'avoir besoin d'être protégé. Depuis, j'ai compris quelque chose que je refusais de voir avant, aider sans limite peut aussi apprendre aux autres à abuser. Je n'ai pas posé cette limite pour punir mon frère. Je l'ai posée parce que mes parents méritaient de se reposer sans que personne ne les fasse culpabiliser pour cela. Et cette fois, leur maison allait vraiment rester en paix.